Olivier, tu nous proposes un éclairage sur les risques psychosociaux, qu'on appelle aussi RPS, et leur impact dans le monde du travail. C'est un sujet sensible mais essentiel, n'est-ce pas ? Alors oui, essentiel et trop souvent invisible jusqu'au moment où parfois il est déjà trop tard. Les risques psychosociaux, ce sont des facteurs présents dans le travail qui peuvent nuire non seulement à la santé mentale, physique, mais aussi à la santé sociale des salariés. Ouais. Ils peuvent entraîner du stress, de l'épuisement, des conflits, des arrêts maladie, mais aussi une perte d'engagement et de motivation. Et pour y voir plus clair, il y a un rapport qui fait référence en la matière, qui s'appelle le rapport Golac, du nom de son auteur. Il a été publié en 2011 à la demande du ministère du Travail et il identifie 6 grandes familles de facteurs de RPS à surveiller et à prévenir dans les organisations. Donc 6 familles de risques, c'est un peu la grille de lecture à avoir pour comprendre le mal-être au travail, c'est ça ? Oui, absolument Gilles, et ça concerne tout le monde, les salariés, les managers, les dirigeants, les DRH. Alors si tu veux, on les passe en revue. Avec plaisir. Il y a d'abord les exigences de travail. Cela inclut la charge mentale, la pression, les délais irréalistes et la complexité croissante. Par exemple, un salarié qui enchaîne des tâches sans fin, sans pause, qui n'ont pas beaucoup de sens ou avec des objectifs flous ou inatteignables. Le trop de pression et pas assez de respiration conduit à une fatigue chronique, des erreurs et c'est le burn-out à long terme. Deuxièmement, il y a les exigences émotionnelles. Ici, on parle de maîtrise des émotions au travail et voire de leur mise en scène. C'est particulièrement vrai dans les métiers de relation, les soignants, les enseignants, les professions liées à l'accueil, au service client. Par exemple, devoir rester calme, souriant, empathique, même dans des situations de conflit ou d'agression. À la longue, ça use et ça peut mener au syndrome d'épuisement émotionnel. Mais c'est pas évident à faire, ça. Oui. Absolument. En troisième, on a aussi le manque d'autonomie. Quand un salarié ne peut pas organiser son travail, ni proposer des idées, ni agir sur le contenu de ses missions. Par exemple, quelqu'un qui suit des procédures strictes, sans marge de manœuvre, ni reconnaissance. C'est une source de frustration importante, surtout chez des profils expérimentés. En 4, la quatrième famille, et ce facteur-là est assez fréquent, ce sont les mauvaises relations de travail. Ici, on parle de conflits ouverts ou larvés, de manque de soutien, de management toxique, voire de harcèlement. Par exemple, des équipes divisées, un manager agressif ou absent, ou un isolement social. C'est un terrain fertile pour le stress relationnel, la démobilisation, voire le repli ou la rupture professionnelle. En 5e, on a les conflits de valeurs. Alors les conflits de valeurs, c'est quand un salarié ne se reconnaît plus dans ce qu'on lui demande. Par exemple, un professionnel qui doit vendre un produit qu'il juge inutile ou mauvais pour l'environnement, par exemple, ou agir contre ses propres convictions. Ce type de conflit touche au sens du travail et peut générer une grande souffrance morale. Et enfin, en dernier, 6e, l'insécurité de la situation de travail. Alors, ça peut être la peur de perdre son emploi, de ne pas être renouvelé, ou de voir son rôle disparaître. Mais aussi des changements fréquents, mal expliqués. Ça crée un climat d'incertitude qui empêche de se projeter et alimente l'anxiété de fond. Donc, ces 6 facteurs, ce sont un peu les radars à activer dans les entreprises. Oui, tout à fait. Et ils peuvent être même interconnectés. Par exemple, un manque d'autonomie, plus des exigences émotionnelles fortes, plus un conflit de valeurs, ça peut vite devenir un cocktail explosif. L'idée, c'est pas de faire peur, mais de prendre conscience. On ne peut pas prévenir les risques qu'on ne voit pas. Et on peut vraiment prévenir ces risques au quotidien ? Oui, à condition d'y mettre de l'attention collective. Côté manager, il peut être important d'écouter, de réguler les charges, de donner de l'autonomie et de reconnaître les efforts. Côté entreprise, ça va être important de former les gens, de les soutenir, de créer des espaces de parole, de clarifier des valeurs par exemple. Voilà. Et côté salarié aussi, parce que c'est important d'apprendre à nommer pour nous ce qui fait tension, d'être capable de demander de l'aide et surtout de ne pas culpabiliser. Prévenir les RPS, c'est protéger sa santé, mais aussi renforcer l'engagement, la fidélité et la performance durable.